Aix-en-Provence a aussi ses spécialistes de Solzhenitsyn. Louis Martinez, ancien professeur à l'université d'Aix-en-Provence en langue et littérature russe, est aussi romancier, traducteur du premier cercle de Solzhenitsyn et de bien d'autres écrivains russes. Nous avons la chance à Aix-en-Provence d'assister fréquemment à des conférences de Louis Martinez. Je me souviens notamment de sa dernière conférence à laquelle j'ai assisté, par contre, sur Pouchkine à la Vieille Charité à Marseille. On pense que tout a été dit sur le poète russe, mais Louis Martinez, avec des envolées lyriques, nous a entraînés hors de cette conférence dans des sphères encore inexplorées. Aujourd'hui, Louis Martinez nous parlera du microcosme du premier cercle. Monsieur Martinez. Merci. Je trouve votre appréciation de mes envolées lyriques trop flatteuse. Oui, le premier cercle comme microcosme à la fois du monde soviétique et de l'œuvre de Solzhenitsyn lui-même. Est-ce que vous avez projeté la carte, le guide du Goulag est arrivé? Bon. Enfin, le fait d'avoir traduit le premier cercle ne fait pas de moi un spécialiste de Solzhenitsyn. Il faut dire que la découverte de cet inconnu, en novembre 1962, m'avait littéralement stupéfié. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ce climat. Novembre 1962, c'était juste après la crise des missiles. Il se préparait à une sorte de glissement des alliances du général de Gaulle, qui s'était élégamment débarrassé du problème colonial et qui était fréquentable pour les soviétiques désormais. Et une véritable offensive de charme s'était effectuée dans le Paris d'alors. La maison des Aragons ne désemplissait pas. Beaucoup d'écrivains soviétiques avaient été invités. Et je me souviens, certains tout à fait estimables, comme Woznicienski, Bernard Manouliana. Et je me souviens que le palais de Chaillot était rempli à craquer pour entendre le poète Yevtushenko. Je me suis demandé si Reverdy, Bonnefoy, Jacotet, Valéry, Claudel n'auraient jamais eu pareil honneur, si tant est que ça les eût satisfaits. Enfin, c'est dans ce climat d'entente cordiale, de renouement de vieilles relations amicales entre la France et ce qu'était devenu la Russie, c'est-à-dire l'Union soviétique, que la fille du dramaturge Anouzov et femme d'un de mes grands amis, Valkonsky, m'a remis le numéro de Novimir qui contenait une journée d'Ivan Denisovitch. Alors j'étais littéralement ahuri à la fois par la hardiesse du contenu, qui était comme une sorte de bombe placée dans le climat d'euphorie générale et de collaboration, et par la hardiesse aussi de la forme. Cette forme était aussi dénudée, aussi coupante que les barbelés qui entourent le monde concentrationnaire. J'ai alors rendu justice à la prédiction de Camus, parce qu'en 58, janvier 58, le 9 janvier très exactement, j'avais achevé de traduire le premier quart du docteur Givago, en collaboration avec des amis au couturier Hélène Pelletier et Jacqueline de Poyard, mais enfin, le premier quart m'appartenait. Je l'ai apporté à Camus, qui l'a dévoré littéralement et qui m'a dit, voyez-vous, il n'y a pas de raison de désespérer de l'homme. Si après 40 ans de tyrannie, pareille œuvre est possible, c'est que quelque chose d'humain survit toujours. À quoi je lui avais répliqué que Camus que Pasternak était entièrement formé, et comme homme et comme poète, avant 1917. Il était le témoin d'un autre âge, il avait été blessé par son séjour dans un monde tyrannique, mais il n'en avait pas été détruit. Et il m'avait à ce moment-là répondu, peu importe, cet homme viendra un jour. Ça m'a choqué, je lui ai trouvé cette phrase un peu d'un optimisme un peu déréglé. Et lorsque,
dans le Paris de novembre 62, j'ai lu Ivan Denisovitch, je me suis dit, il avait raison. Il avait raison. C'est quand même prodigieux ce qui vient de se produire, parce que, véritablement, Solzhenitsyn est un produit du monde et de la civilisation soviétique. Donc ce qu'il a à dire ne doit rien à la conservation possible d'une culture, de relations, etc., remontant à l'ancien régime. J'ai donc harponné par Solzhenitsyn, j'ai lu tout ce qui paraissait par la suite, et qui, évidemment, me frappait, m'enthousiasmait quelquefois, parfois pouvait me décevoir, mais d'une manière générale, j'ai lu tout ce que je pouvais lire de lui, jusqu'à ce que je perde pied dans cette interminable saga qu'est la Roue Rouge, et je dois, à ma courte honte, avouer que j'ai laissé tomber. La Roue Rouge a continué son trajet loin de mes yeux, et j'avoue ma faiblesse. J'ai été dépassé par l'abondance de la documentation, par le côté vétilleux presque de l'interrogation sur la racine du moindre élément historique, et l'aspect littéraire de l'œuvre m'a simplement échappé.